études pour essayer de savoir véritablement ce qu'on était au niveau de la sécurité nationale, au niveau en France, et donc d'essayer de donner des réponses aux gens qui se posent des questions vis-à-vis de cela, de savoir si véritablement ces visiteurs qui viennent sont bénéfiques ou non à l'humanité. Donc ça, je vais l'aborder tout à l'heure plus en détail. Et donc je pense que les gens ils vont avoir une idée véritablement précise et parfaitement définie. Par contre, là, je vais continuer sur d'autres témoignages de pilotes, toujours. Donc là, il y a le témoignage de René Giraud, qui est un colonel de l'armée de l'air française, donc qui était pilote de chasse sur Mirage 4. Donc, et René Giraud était accompagné de son navigateur, le capitaine Jean-Paul Abraham. Donc il faut savoir tout de même que l'avion en tant que tel était équipé de l'arme nucléaire. Donc c'est quand même assez sensible. Et en fait, René Giraud, le 7 mars 1977, donc à 20h34, donc dans la région de Chaumont-Luxeuil, France, il a pu, donc, avec l'appui du témoignage de son navigateur, relater son témoignage. Et le témoignage, il fait état d'une masse importante, lumineuse, qui a sanctionné en fait dans l'espace entre son avion et l'espace environnant. Et donc il y a une masse lumineuse qui apparaissait constamment, qui venait se mettre devant son cockpit, repartir derrière, faire des ascensions comme ça d'avant en arrière assez rapidement. Et donc il a été interviewé récemment par Stephen Alix, qui est un ancien reporter de guerre, qui a beaucoup enquêté aussi, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui a interviewé beaucoup de témoins, qui a été aux États-Unis, qui a fait beaucoup d'enquêtes. Et Stephen Alix, il a d'ailleurs fait des émissions de télévision sur M6, Enquête extraordinaire, où justement le témoignage de ce monsieur, donc de ce pilote, René Giraud, a été mis en fait, a été divulgué, quoi, tout simplement, quoi. Donc son témoignage il a été relaté. Donc René Giraud, en fait, pour décrire de façon plus approfondie en fait ce qu'il a vu, parce que là bah, c'est un petit peu vague ce que j'ai dit. René Giraud, selon ses propos, il disait la petite lumière devenait de plus en plus grosse, elle commençait à virer avec nous. J'ai renversé mon virage, il reste à l'intérieur de mon virage, collé à ma trajectoire. Il va beaucoup plus vite que moi, et là j'ai vu une étoile filante disparaître fulgurant, ça nous suivait. Au bout de moins d'1 minute, attention, ça revient. La lumière qui réapparaît, l'objet nous refait le même cinéma. Et donc il disait en fait que l'engin en question, il avait cette capacité-là d'apparaître, de disparaître comme il le voulait, qui disparaissait, qui réapparaissait, qui oscillait comme ça à côté de son engin. Et donc il disait clairement que ça lui semblait complètement suspect et que pour lui c'était quand même bizarre d'avoir affaire à ce type de manifestation. Donc pour continuer sur les témoignages de pilotes, je vais aussi parler bien évidemment de Jean-Gabriel Gralet, qui en France a permis justement de faire la révélation en fait, sur ce que lui-même avait pu voir en fait en 1984, mais aussi sur certaines informations à laquelle il a pu avoir accès, donc des documents qui étaient classés top secret et qui donc il avait l'habilitation pour pouvoir les déclassifier. Et donc il a mis en évidence en fait dans beaucoup de ses ouvrages, donc ces 2 derniers ouvrages en date, si je ne me trompe pas, c'est Documents interdits, donc aux éditions d'Ardy Poche. Et il y avait un autre bouquin aussi, le tout dernier, qui s'appelle 1900, si je ne me trompe pas, 1945-1984, La jeunesse d'un secret d'État, donc toujours aux éditions d'Ardy. Et donc il met en évidence en fait des dossiers, en fait, des dossiers relatifs. C'est 42-54. 42-54, Et donc il met en évidence en fait des informations, en fait, des documents qui ont été classifiés comme secrets, qui ont été déclassifiés, donc qui sont accessibles par tous sur Internet un peu partout. Et donc Jean-Gabriel Gralet lui-même a fait une observation en 1984, donc c'était le vendredi 27 juillet 1984 à 23h50. Donc il a fait une observation, son observation a été faite près de Détroit, donc elle a été confirmée par 2 autres vols commerciaux, donc Olympic Airways et Lufthansa,
voix, donc excusez-moi pour l'expression, c'est américain, donc comme j'ai pas je parle pas très bien l'anglais, peut-être que j'ai du mal à m'exprimer à ce niveau-là. Par contre, donc, Jean-Noël Gallet en 1984 donc, a fait une observation. Donc Jean-Noël Gallet a à son actif 17 500 heures de vol donc, en tant que pilote de chasse. Donc, il a été formé par l'Air Force aux États-Unis. Et il a été pilote de ligne aussi sur Boeing 747. Il a été aussi commandant de barre Air France, donc un beau palmarès quand même, donc quand même quelqu'un qui a quand même une grande connaissance aussi aéronautique, et qui lui disait avoir observé des sphères d'apparence métallique. Et donc ça a été relaté par d'autres témoignages bien évidemment, et donc le phénomène en tant que tel s'est déplacé à une vitesse grosso modo qui a été calculée à 3400 km/h. Donc quand même une vitesse quand même assez importante. Et donc lui il disait bien évidemment que le phénomène était très furtif, très rapide, et que bien évidemment l'hypothèse extraterrestre était intéressante dans ce sens où justement c'était quand même des engins, des sphères qui ascensionnaient de façon très rapide. Donc le témoignage de Jean-Gabriel Gallet, pour le détailler un petit peu plus, Jean-Gabriel Gallet disait néanmoins l'histoire est en route et le secret d'une présence étrangère dans l'environnement de la Terre ne pourra pas être maintenu beaucoup plus longtemps, à mon avis. C'est déjà un secret de polichinelle dans plusieurs organisations civiles françaises. Donc lui, bien évidemment, lui il parle d'une présence étrangère dans l'environnement de la Terre, et donc lui, en spécifiant ça, en disant qu'il y a une présence étrangère dans l'environnement, il privilégie bien évidemment l'hypothèse extraterrestre. Donc, il avait d'ailleurs écrit un livre là-dessus, l'hypothèse extraterrestre, qui avait été bien évidemment présenté par Jimmy Gueux à l'époque, parce que Jimmy Gueux a lui-même fait beaucoup de recherches, beaucoup d'investigations. Jimmy Gueux, pour rappel, c'est un ufologue français, un ancien auteur de science-fiction qui est décédé en 2002 et qui avait fait pas mal d'enquêtes, qui avait été aux États-Unis, qui avait été un peu partout au Brésil. Il avait fait beaucoup de recherches, il avait relaté beaucoup de témoignages en fait, dans ses ouvrages. Et lui, il privilégiait aussi beaucoup l'hypothèse extraterrestre, même si bien évidemment il privilégiait aussi d'autres hypothèses comme les univers parallèles. Il est passé dans des anciennes émissions avec de Chavannes. Ouais, il est passé. 90, mais bon, il est passé dans l'émission de Chavannes dans les années 90. Ouais, il a d'ailleurs été fortement discrédité. Il a été ridiculisé par beaucoup de monde parce qu'il mettait beaucoup de choses qui étaient en contradiction totale en fait avec la science actuelle, quoi. La science matérialiste, la physique théorique telle que nous la connaissons. Enfin, quoique cette science-là actuellement elle est remise en cause, et puis il y a la physique quantique aujourd'hui qui nous apporte des éléments bien plus conséquents en fait sur l'organisation de l'univers et sur ce que peut être l'univers et la réalité dans laquelle nous émergeons. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bien évidemment remises en cause au niveau de la physique théorique, la physique conventionnelle, matérialiste. Donc pour continuer dans les témoignages, je vais enchaîner sur le témoignage d'un autre pilote. Donc lui c'est un pilote de l'aviation civile, donc un commandant de bord. Il était commandant de bord sur Airbus A320. Donc c'est quand même des engins assez importants. Et donc lui il rapporte son témoignage en fait, le vol Air France Nice Londres, donc dans la région parisienne. Et donc lui il relate son témoignage qui date du 28 janvier 1994. Donc c'était en plein jour, vers 13h14, et à hauteur de Coulommiers, région parisienne. Et donc il a observé en fait un engin qui s'est matérialisé et qui très vraisemblablement avec une forme discoïdale, donc un engin assez important. Et l'engin en question, je ne sais plus véritablement la dimension exacte de l'engin, mais ça devait être avoisiné grosso modo 200 mètres d'envergure, donc c'était quand même un engin assez imposant. Et donc lui, le commandant de bord Jean-Charles Duboc, il dit, avec ses propres mots, il ne s'agit pas de croire, mais de prendre conscience d'une réalité indiscutable, vu le nombre de cas disponibles depuis des décennies. Plus de 1200 équipages d'avions ont observé et émis des rapports sur les ovnis. Et le fait que je ne sois pas en mesure de remettre en doute la santé mentale de centaines de pilotes, eh bien j'ai été très tôt persuadé de cette réalité. Donc lui il dit clairement et de façon affirmative que ce qu'il a vu ce jour-là
était bien réel, qu'il n'a pas halluciné, qu'il a clairement vu ce qu'il a vu. D'ailleurs, il y a eu un écho-radar qui a mis en évidence son témoignage, la base de Taverny qui a clairement dit en fait qu'ils avaient reçu un écho, et donc ils avaient clairement identifié quelque chose. Et donc c'était le CCOA de Taverny, donc la taille de l'objet avait été estimée, oui, entre 200 et 300 mètres, donc un objet de très grande envergure. Et donc cet objet, il était plutôt étrange, de couleur rouge brunâtre. Il semble être un gigantesque disque, donc un engin de forme discoïdale, assez important, sans état apparent, ni aile, ni ouvert, ni moteur. Je le vois soudain devenir transparent et disparaître sans bouger. Donc il semblerait effectivement que l'engin en question, qui a été aperçu par le commandant Jean-Charles Duboc, se soit matérialisé dans l'espace, pour ensuite se dématérialiser et disparaître totalement. Donc aux yeux de lui et de son copilote. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Donc pour continuer sur ma lancée, je vais aussi étayer les propos du contre-amiral Gilles Pinon, qui est le rédacteur de la lettre qu'il avait rédigée en 2008 à la présidence Sarkozy. Donc le contre-amiral Gilles Pinon, il dit, d'après lui, il dit il faut bien admettre que nous avons possiblement affaire à une intrusion extraterrestre. Si l'intrusion n'est pas prouvée scientifiquement, il existe en sa faveur de fortes présomptions. Dès lors que l'on tient pour possible une intrusion extraterrestre, il convient de s'interroger sur son origine, son mobile et sa dangerosité. Le phénomène est discret, furtif et brouillé et ne semble pas disposé à se dévoiler. Donc ça, c'était à Versailles le 14 avril 2008. Donc la lettre a été rédigée en compagnie de Jacques Costagliola, docteur en médecine, Claude Babat, ingénieur ESME, Alain Lebec, ingénieur au CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique, Vincent Morin, MCU, docteur en électronique, et Rémi Saumon, donc ancien directeur recherche INSERM. Donc encore une fois, c'est tout de même des gens qui sont quand même, qui ont quand même une certaine position sociale, qui sont quand même, ils savent quand même ce qu'ils disent, quoi. C'est pas des menteurs, c'est des gens quand même qui sont relativement intelligents et qui dans tous les cas émettent des hypothèses qui sont très vraisemblablement justes, qui ne sont pas remettre en cause. Kevin, est-ce que tu pourrais te mettre un peu plus près de la caméra, qu'on entende bien ta voix pour les donc, internautes? Il y a une préconisation qui a été faite, donc les sous-signés ont l'honneur de demander à M. le Président de la République de bien vouloir ordonner une étude exhaustive du phénomène ovnien en application d'une méthode hypothético-déductive empruntée aux états-majors. Ainsi, le gouvernement de la France disposerait en outre d'éléments pertinents pour décider de la position à tenir sur la scène internationale et de l'information qu'il serait éventuellement nécessaire de porter à la connaissance des institutions et de l'opinion publique. Donc là, on a affaire véritablement à une intrusion extraterrestre dans notre environnement, une intrusion d'engins qui, très vraisemblablement, depuis les années 40 et antérieures à cela, se manifestent de façon quotidienne dans notre environnement. Donc c'est des faits qui sont avérés depuis X temps. Et il y a déjà d'autres personnes qui, bien évidemment, ont mis en évidence des témoignages qui étaient relatés au Moyen-Âge, qui étaient relatés assez loin dans le temps et qui prouvent bien évidemment que le phénomène ovni n'est pas moderne, comme on a tendance à le dire. Il y en a beaucoup qui disent que le phénomène ovni est apparu en 1947, avec ces fameuses observations de Kenneth Arnold sur le mont Rainier, aux États-Unis. Mais en fait, le phénomène ovni est beaucoup plus ancien qu'on pense. D'ailleurs, je pense à Eric von Däniken, qui est un chercheur suisse et écrivain suisse qui a émis l'hypothèse, la théorie des anciens astronautes, et donc en fonction de l'astroarchéologie. Et donc lui a mis en évidence bien évidemment des artefacts avec des représentations d'humanoïdes accompagnés d'engins qui ressemblent aux engins qui sont observés actuellement, donc des engins discoïdales, etc. Et donc il y a des artefacts qui mettent en évidence le fait qu'il y a eu de tout temps des gens au sein des civilisations qui ont témoigné avoir vu des choses et qui les ont relatées d'une certaine manière et qu'ils ont essayé d'en faire partager les autres. Et donc ils ont
d'après leur contexte de l'époque, ils ont mis des mots là-dessus qui ne sont peut-être pas les mots qu'on prononce aujourd'hui, parce qu'ils avaient une culture qui est prédisposée à s'exprimer de cette façon, et donc ils n'avaient peut-être pas l'expression de ce qu'on a actuellement, l'expression d'engins matériels, d'ovnis, de pan, mais déjà à l'époque, il y avait déjà une bonne définition de ce que pouvaient être les observations modernes actuellement, une observation concrète d'engins matériels. Donc, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a une manifestation OVNI qui est maintenant authentifiée, réelle, relatée par divers témoins, et donc la réalité OVNI extraterrestre existe. Et pour moi, tout au long de cette conférence, je vais l'affirmer, parce que pour moi c'est important de mettre les mots qu'il faut, puisque je pense qu'il faut arrêter de jouer avec les mots et arrêter de se leurrer. On a à faire face véritablement à quelque chose qui n'est pas d'origine terrestre, qui est pas d'origine humaine. Et donc, fortiori, il s'impose qu'on fasse des recherches plus approfondies, qu'on investigue, qu'on mette le temps nécessaire pour essayer d'en tirer des conclusions, pour essayer d'en tirer un panorama objectif sur ce qui se passe. Donc là, je vais continuer avec des témoignages qui ont été relatés, mais très peu relatés dans l'ufologie en France. Donc je vais parler de témoignages qui sont, on va dire, assez récents tout de même, puisque c'était quand même tout de même dans les années 1900. Donc je vais relater les témoignages qui ont eu lieu dans les années 70, 80, 90, donc grosso modo. Donc je vais parler brièvement, je ne vais pas les étayer, je ne vais pas les approfondir davantage parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et je pense que les gens qui écoutent cette vidéo seront très vite lassés si j'approfondis trop. Donc je vais quand même étayer des cas qui pour moi, à mon sens, sont authentiques et sont assez significatifs de la présence extraterrestre et OVNI. J'aime pas trop le terme OVNI, je n'aime pas trop parce que les gens actuellement, à chaque fois, ils usent de termes qui ne sont pas forcément adéquats en fonction de la réalité courante. Le terme OVNI spécifie objet volant non identifié, mais on sait très bien que d'après les témoignages qu'on a actuellement de pilotes de l'aviation civile militaire, on sait très bien que les engins qui ont été observés ont été parfaitement définis comme des objets matériels. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que ce ne sont plus des OVNI, des objets volants non identifiés, mais des OVI, des objets volants identifiés. Donc je pense qu'il faut quand même insister sur le fait qu'on est confronté à des objets matériels avec une surface, avec des caractéristiques qui sont bien évidemment parfaitement identifiables et qui sont parfaitement descriptibles, et donc on peut véritablement mettre un mot là-dessus. Ouais, il faut signifier aussi qu'ils ont des comportements aussi dits intelligents pour faire face aussi quand ils sont pris en contact par des avions de chasse. Ouais. Je pense que c'est important de souligner qu'ils ont des manœuvres évasives, etc. C'est ce que je soulignais tout à l'heure hein, quand je parlais du témoignage du pilote René Giraud et du commandant Jean-Charles Duboc, quand il disait effectivement que ces engins-là oscillaient aux côtés de leur engin et oscillaient de façon à accélérer et décélérer et faire des manœuvres qui sont assez qui sont des manœuvres bien évidemment qui sont pas très qui n'ont rien de conventionnel. On peut de ce fait-là dire bien évidemment qu'il y a un comportement intelligent dans les manœuvres de ces engins et que bien évidemment ils sont forcément pilotés ou ils sont forcément pilotés par des intelligences dans le cockpit de l'engin en question, et ils peuvent très vraisemblablement aussi, il y a certains chercheurs qui l'ont émis aussi cette hypothèse-là, que certains engins qui se manifestent dans notre environnement peuvent être aussi pilotés à distance. Donc il y a peut-être des civilisations qui ont cette capacité-là pour observation, d'envoyer des sondes dans l'environnement terrestre et d'observer un petit peu ce qui s'y passe, observer notre civilisation, notre évolution, etc. Donc il y a des hypothèses comme ça qui ont été émises. Je pense que c'est des hypothèses qui sont à mon sens recevables. Je pense qu'ils sont recevables au même titre que d'autres hypothèses. Je pense qu'il ne faut pas se fermer sur les hypothèses. Je pense qu'il faut tout envisager.